faire, mais si la Russie n'est pas disposée à le faire, nous finirons par devoir dire que ce n'est pas notre guerre. Nous allons essayer d'y mettre fin, mais si nous n'y parvenons pas, nous finirons par dire, vous savez quoi, cela valait la peine d'essayer, mais nous ne le ferons plus. C'était un problème européen et ça aurait dû rester un problème européen. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va vous les commenter les pleurs de LCI. Parler du fait que Trump leur aurait fait une confidence sur comme quoi eux ils sont prêts à se retirer. Et les Occidentaux sont en pleurs et disent que les Américains les abandonnent. Donald Trump avait annoncé qu'en tant que président, il mettrait un terme à la guerre en Ukraine en seulement 24 heures. Cela fait désormais plus de 4 mois qu'il est revenu à la Maison-Blanche et il semble perdre patience. Dans un message sur son compte Truth Social, il qualifie Poutine de complètement fou et s'explique devant les caméras. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Poutine. Je le connais depuis longtemps. Je me suis toujours bien entendu avec lui. Mais il lance des roquettes sur des villes et il tue des gens et ça me plaît pas du tout. Ok? On est en pleine conversation et il tire des roquettes sur Kiev et d'autres villes. Je n'aime pas du tout ça. Le président américain fait référence au tir de 367 drones et missiles russes sur des villes ukrainiennes ce week-end, dont la capitale Kiev, selon l'Ukraine. C'est la plus importante attaque aérienne de la guerre à ce jour. Elle a fait au moins 13 morts et des dizaines de blessés. La semaine dernière, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont parlé pendant plus de 2 heures au téléphone, mais désormais, le président américain semble disposé à durcir sa position face à Moscou. Vous avez déjà évoqué le fait d'imposer de nouvelles sanctions contre la Russie. Vous l'envisagez sérieusement? Absolument. Il tue beaucoup de gens, je ne sais pas quel est son problème. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Donald Trump n'a pas non plus épargné le président ukrainien. Volodymyr Zelensky a estimé dimanche que le silence de l'Amérique et des autres ne font qu'encourager Poutine. Réaction du président américain: tout ce qui sort de sa bouche crée des problèmes, je n'aime pas ça et il vaut mieux que ça cesse. Bon, nous voyons ici le jeu habituel de Donald Trump. Comme on a dit, il est en train de trouver sa porte de sortie. Avant, c'était Zelensky n'a pas de carte. Maintenant, c'est je ne maîtrise plus Poutine, je ne comprends pas Poutine. Mais de l'autre côté, quand nous allons partir sur LCI, nous allons voir. Et surtout, vous avez vu une fois de plus encore, on parle du bombardement des Russes, on parle que c'est massif, on parle qu'il y a plein de choses qui ont été tirées. Et quand on arrive au nombre de décès, on est à moins de 20 décès. Mais vous avez Trump et les Occidentaux qui considèrent que c'est quelque chose de grave par rapport à ce qui se passe de l'autre côté au Moyen-Orient, où quand il y a un seul bombardement, on compte presque des centaines de blessés. Ou en tout cas, tous les jours, on approche une centaine de personnes qui décèdent. Mais là-bas, c'est jamais grave. C'est la défense de l'État qui a le droit de se défendre. Nous allons passer à LCI et aux pleurs de LCI. Alors, pour ceux qui aiment rigoler, accrochez-vous parce que ça va être drôle. Alors maintenant que Donald Trump a lâché la main, maintenant qu'il a reconnu que Vladimir Poutine était plus fort que lui, qu'il continuerait cette guerre, reste maintenant à son administration de savoir comment quitter la scène, la porte de sortie, donner ce dossier et surtout jeter les responsabilités, on va dire ça, aux autres et notamment à nous les Européens. Depuis plusieurs semaines d'ailleurs, les Américains préparent le terrain, multiplient les déclarations. Vous en avez fait un petit florilège. Nous devrions être en mesure de corriger les erreurs commises dans le passé, mais il faut être deux pour danser le tango. Je sais que le président est disposé à le faire, mais si la Russie n'est pas disposée à le faire, nous finirons par devoir dire que ce n'est pas notre guerre. Nous allons essayer d'y mettre fin, mais si nous n'y parvenons pas, nous finirons par dire, vous savez quoi, cela valait la peine d'essayer, mais nous ne le ferons plus. Ce n'est pas ma guerre. Ce n'est pas une guerre qui aurait existé si j'avais été président à cette période. Ce n'est pas ma guerre, je suis juste ici pour aider. Nous avons dépensé des centaines de millions de dollars dans cette guerre. Elle inclut des fortes têtes, je vous le dis, de gros égos. Mais je pense que quelque chose va se passer. Et si c'est le cas, nous n'interviendrons plus. C'était un problème européen et ça aurait dû rester un problème européen. Ça, c'est la meilleure phrase qu'il ait dit. C'était un problème européen et ça aurait dû rester européen. Ici, ça vous rappelle le discours que eux-mêmes encore, ils vont parler du secrétaire de la Défense qui, quand il était venu pour le sommet de sécurité de Munich et aussi pour la réunion de l'OTAN, avait dit que eux, ils veulent la paix,
ils veulent que l'Ukraine réalise que ce qu'elle demande n'est pas réaliste. Elle doit d'abord avoir des demandes réalistes par rapport à la réalité du terrain et que surtout, eux, ils ne veulent pas reproduire un Minsk II. Minsk II qui était le traité de paix négocié par les Européens entre la Russie et l'Ukraine, que eux-mêmes ont avoué qu'ils ont fait exprès de monter une entourloupe à la Russie pendant qu'ils préparaient l'Ukraine à une prochaine confrontation avec la Russie. Ce qui s'est manifesté ou ce qui s'est matérialisé en 2022 et qu'ils ont dit non, c'est de la faute de Poutine. Donc, les deux ex-présidents qui, à l'époque, ont été pendant la signature de ce décret, ont eux-mêmes dit qu'on a fait signer ce décret pour gagner du temps pendant qu'on arme la Russie. Nous avons un acteur de l'OTAN, je ne sais plus lequel, qui disait que depuis 2014, je ne sais pas quel moment-là, ils étaient en train d'armer l'Ukraine pour une confrontation avec la Russie. Et on veut nous faire croire que quand Vladimir Poutine, souvenez-vous du coup de fil entre Macron et Vladimir Poutine. Je ne sais pas où ton juriste a appris le droit. Moi, je regarde juste les textes et j'essaie de les appliquer. Et je ne sais pas quel juriste pourra te dire que dans un pays souverain, les textes de loi sont proposés par des groupes séparatistes et pas par les autorités démocratiquement élues. Они демократически выбранное правительство. Они пришли к власти в результате кровавого переворота с убийствами, поджогами и сжиганием людей живьем. Вот. И Зеленский у вас из этой команды. Значит, диалог подразумевает учет интересов другой стороны. Да, они представили свое предложение. Но эти сепаратисты, как ты их называешь, они же ответили. Ответа-то нет никакого. Где же диалог-то? Vladimir Poutine dit que il faut que il se passe quelque chose en Ukraine par rapport à ce que les milices faisaient. Là encore, Macron il faisait le fanfaron. 2 semaines plus tard, la Russie est intervenue. Après, il y a plein de choses qu'il faut avoir en tête. Si vous suivez ma chaîne, vous le savez. Il y a aussi le fait que la démographie russe ne leur permettait pas de rater la fenêtre de 2022 s'ils veulent régler ce problème. Peter Zeihan, depuis les montagnes du Colorado aux États-Unis, vous êtes analyste en stratégie géopolitique. Première question, et j'imagine que vous êtes tout sauf devin ou magicien. Visiblement, ça vous fait sourire, ou même rire. Possédez-vous des pouvoirs que d'autres n'ont pas? Parce que vous êtes le seul à avoir annoncé que la Russie allait lancer ses opérations en février 2022. C'était de cela il y a 5 ans. Je ne dirais pas que je suis un magicien, mais ce qui est certain, c'est que je possède des outils que d'autres n'utilisent pas, notamment la géographie et la démographie. Nous avons toujours su que si les Russes arrivaient à survivre en tant que peuple, ils devraient recréer des liens avec les pays voisins qui avaient voulu les envahir avant, notamment l'Ukraine. Donc c'était certain que cela allait arriver. Et d'un point de vue démographique, on voyait bien que la population était en train de s'écrouler. Et 2022 était la dernière année où la Russie avait assez d'hommes pour remplir les rangs de son armée. Donc c'était vraiment maintenant ou jamais, et on a pu prévoir ça depuis quelques années. C'est pour cela que les négociations sont contraintes d'être favorables aux Russes, parce que comme Emmanuel Todd l'a déjà dit, démographiquement et au niveau du sacrifice que les Russes ont fait, ça ne laisse pas la place à la Russie de pouvoir faire encore comme Minsk II. Mais les Russes savent très bien, ils le disent déjà, ils le disent, que si les États-Unis signent quoi que ce soit, les Ukrainiens signent quoi que ce soit, pour un cessez-le-feu sur une ligne quelconque, etc., ça sera juste pour réarmer l'Ukraine et pour repartir dans 10 ans, comme la dernière fois. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de négociation, aucune, et les Russes, pour se mettre à l'abri, et parce qu'ils ne pourraient pas refaire un effort comme celui qu'ils sont en train de faire, vont devoir prendre tout ce qu'il faut pour être en sécurité. Donc, comme les services britanniques ont utilisé Odessa pour envoyer des drones navals sur le port de Sébastopol, la prise d'Odessa et de l'oblast d'Odessa est une nécessité pour les Russes. Il faut qu'ils aillent jusqu'au Dniepr. Il faut qu'ils contrôlent la partie orientale de Kiev et qu'ils mettent un régime à leurs mains. Et donc, il n'y aura pas de négociation. Un accord où ils se contenteraient de quelque chose. Ils sont obligés de
avant d'arrêter cette guerre, d'avoir les garanties nécessaires que l'Ukraine ne sera pas en capacité de refaire, de provoquer la Russie, peut-être pour des années, des siècles. Ils ne laisseront pas cette situation dans un mi-figue, mi-raisin où Zelensky pourrait se faire monter la tête ou un autre dirigeant ukrainien pourrait se faire monter la tête et instrumentaliser ou organiser encore ou mettre les conditions favorables à obliger les Russes à pouvoir remettre ça, puisqu'ils ne seront plus en capacité de refaire cela au moins pendant plusieurs décennies, parce que ça coûte énormément en argent, énormément en sacrifice d'hommes. Et la démographie de la Russie était déjà en mauvais état avant le début de la guerre. Et donc, pendant cette guerre, la démographie russe est en train de subir encore un coup. Et donc, ça va prendre du temps déjà, quand vous allez faire retourner tous ces soldats à la maison, de pouvoir leur donner une place où, avec tous ceux qui auront les traumatismes de la guerre, et donc ça va demander à la Russie des dizaines d'années pour pouvoir absorber cet effort de guerre, non seulement en termes de s'occuper des anciens combattants, les réhabiliter, leur donner une place dans la société. Et donc, les Russes ne peuvent pas prendre ça à la légère. Ils ne peuvent pas avoir tout ça qui va venir après, et aussi encore le risque que l'Ukraine ou les Occidentaux puissent leur mettre en obligation de devoir refaire la guerre. Et donc ce tour-ci, c'est pour cela qu'ils sont en train de construire des bases partout, même en Finlande ou quoi que ce soit. Ils sont en train de se mettre dans une position où, quand ils vont dire que la guerre en Ukraine est arrêtée, le prochain qui va bouger, ça va être la catastrophe. Il va être frappé directement bien avant que les troupes russes aient même mis un pied dehors. Remain the European situation. Magali Barthès et tous d'ailleurs sur ce plateau, la messe est dite, la porte de sortie a été trouvée par l'administration Trump. On a l'impression qu'il prépare l'opinion, ça y est, après avoir en effet martelé pendant la campagne qu'il allait trouver une solution extrêmement facilement, il est confronté au mur du réel, à ses égos, comme il le dit, surdimensionnés. Ce qui me tue de rire, c'est qu'il considère que c'est Trump qui est confronté au mur du réel. Il ne considère pas que eux, les Macron, les Biden, les Stammer, l'autre là qui était là avant Stammer, et Van der Leyen, tous ceux qui ont tenu le discours comme quoi on va faire plier la Russie, on va battre la Russie, et qui sont encore en poste, et qui pensaient que Trump allait être, à cause de son tempérament, de son imprévisibilité, allait peut-être matérialiser leur vision, eux, c'est pas eux qui sont dans la désillusion ou qui se prennent le mur du réel. Trump, lui, qui n'a jamais été contre cette guerre, qui ne voulait pas de cette guerre et qui a toujours détesté Zelensky et qui a toujours dit qu'on mettait trop d'argent là-bas, on n'avait rien à faire là-bas. Lui, quand il vient, il constate que les Russes, ils sont déterminés à taper l'Ukraine, ça devient à lui, par contre, il se prend le mur du réel. Mais par contre, eux, qui sont derrière tout ça, eux, ils se prennent pas le mur du réel. Eux, avec les Bernard-Henri Lévy et tout ça, qui ont vous dit, souvenez-vous des bêtises d'Henri Lévy face à Dominique de Villepin, si je retrouve la séquence, je vous la mets, qui disait que il faut absolument combattre la Russie parce que la Russie ne connaît que ça. Elle ne connaît que le langage de la force. Et donc, il faut aller contre la Russie. Et que Dominique de Villepin lui disait, vous allez sacrifier des vies inutiles si vous ne réglez pas ça par la diplomatie. Ces gens-là, ils ont oublié. La seule chose que sait faire Poutine, c'est faire la guerre. Il ne sait pas construire une économie. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, un PIB égal à celui de l'Espagne. Il ne sait pas mener une démocratie, il n'aime pas la démocratie. Il ne sait pas gérer des manifestants. À la minute même où nous parlons, il interdit les manifestations pacifistes à Moscou. Il y a une chose qu'il sait faire, c'est faire la guerre. Je vous remercie. Vous voulez répondre? Allez-y, mais ensuite on va donner la parole aux autres. Parce que... Bernard-Henri Lévy a raison de citer les opposants qu'il a cités au régime de Vladimir Poutine. Mais n'oublions pas non plus, Bernard-Henri Lévy, les souffrances, le martyre qu'a connu le peuple irakien, le martyre, la souffrance qu'a connu le peuple libyen. Ce soir, on parle de l'Ukraine. Non, mais moi, je vous parle de la souffrance des peuples et ne l'oublions pas. Moi, je vous parle aujourd'hui de n'oublions pas les souffrances que nous avons infligées par des interventions militaires sans issue. Moi, je vous parle des souffrances qu'à cet instant même, l'armée de Poutine est en train d'infliger ne les aggravons pas, aux civils d'Ukraine. La réponse militaire les aggravera
conduira Vladimir Poutine à surenchérir dans une escalade militaire. Mais Vladimir Poutine surenchérit sera toujours plus grande que la nôtre. La manière de procéder de Vladimir Poutine, c'est de surenchérir. Tant que Vladimir Poutine ne sent pas de résistance, vous le savez, il avance. Eh bien, la résistance ne doit pas se placer sur ce terrain-là. Nous avons d'autres moyens de l'atteindre. Et je ne crois pas que la posture sur des plateaux de télévision soit la bonne réponse. Écoutez, je suis heureux de vous l'entendre dire parce que je vous vois là dans une posture qui ne me semble pas de nature à apaiser la situation. Messieurs, on vous réconciliera pas ce soir. Merci Dominique de Villepin d'avoir été avec nous. Mais maintenant, c'est Trump qui n'a jamais été pour ça, c'est lui qui se mange le mur du réel. Eux, par contre, qui continuent encore à rêver, à vouloir un énième train de sanctions à Vladimir Poutine ou à la Russie, ah non, par contre, eux, ils sont dans le réel. Eux c'est bon, n'importe quoi. Mentionnés qui ne veulent pas véritablement la paix. Et en effet, il prépare l'opinion au fait qu'il n'a pas réussi. Mais en fait, ce qui est intéressant dans cette façon de trouver une porte de sortie, comme vous dites, c'est de dire... Ce n'est pas ma faute. Moi, j'ai joué... j'ai fait le job. J'ai fait les bons autres. On parlait du chef d'entreprise tout à l'heure. J'ai fait le job. J'ai joué le médiateur de bonne volonté. Ce sont les autres. C'est à cause des deux autres. Et c'est vraiment le discours que l'on va entendre. Et ce n'est pas ma guerre. C'est quand même quelque chose qu'on entend maintenant de plus en plus chez les membres de l'administration. Dans la bouche de J.D. Vance, le vice-président, on a tout compris quand on l'entend là dire ce qu'il dit là à l'instant. On a tout compris. Ce n'est pas notre guerre. C'est aux Européens de s'en charger. Donc on redonne le paquet, le bébé aux Européens et à eux de trouver une solution. Ça coûte trop cher. Cet argument de l'argent aussi, il est très l'argument de campagne. Efficace évidemment dans l'électorat. Vous avez raison. Et puis hier, je crois que c'est Marco Rubio aussi qui disait, Christian, que de toute façon, il y avait tant de divisions, tant de problèmes entre Russes et Ukrainiens qu'ils ne pourraient rien faire. Les Américains lâchent, quittent la table des négociations, advienne que pourra, et l'Europe, voilà. Il faut qu'on... Voilà. Et moi, c'est ce qui me plaît le plus. Parce que souvenez-vous, dès le début, je disais ici sur ma chaîne que Trump va lâcher ces gens. Trump ne sera pas avec eux. Trump, c'est pas son affaire d'aller mettre ses doigts là-bas en Ukraine. Et il a essayé de prendre son argent et d'aider un petit peu l'Ukraine au début. Mais c'est encore eux qui ont dit à Zelensky qu'il ne devait pas accepter, il ne devait pas prendre ce que les Américains proposaient. C'est eux qui ont fait capoter la première négociation entre les États-Unis et l'Ukraine. Et c'est eux encore qui ont dit dans la deuxième négociation que si Zelensky signait ce que les Américains lui proposaient, il avait perdu non seulement la guerre, mais il aurait aussi perdu la paix. Et maintenant que les Américains sont garantis de prendre leur argent, vous voyez bien que c'est cuit. Et là, c'est pas qu'ils sont en train de pleurer que les Américains sont en train de partir. Ils sont en train de se rendre compte qu'ils ne seront pas en capacité de faire ça. Et ils disent, ils nous laissent, nous les Européens, mais que voulez-vous d'autre? C'est pas Macron qui a dit que cette guerre, c'est d'abord la guerre de l'Europe, que l'Europe ne peut pas accepter que la Russie gagne. Eh bien, assumez maintenant. On récupère, qu'on trouve une solution. L'Europe, peu importe, passe le balai, ramasse les morceaux. Enfin, si elle y arrive, ce qu'on voit quand même assez difficilement. On comprend mieux pourquoi, après son fameux coup de fil avec Vladimir Poutine de lundi, M. Trump s'est permis d'appeler les dirigeants européens. D'ailleurs, il a oublié de citer Keir Starmer, qui est pas des moindres. Il leur a en fait, si j'ose dire, refilé le bébé en disant voilà. Il y avait le choix ou refiler le bébé ou la patate chaude, mais ça ressemble à ça. Moi, j'ai fait mon devoir, entre guillemets, et maintenant, ça marche pas, ils veulent pas, c'est plus mon problème, ça va être le vôtre. Donc, il a fait état de sa conversation avec Poutine, et puis il a laissé les Européens reprendre l'affaire. Le problème, c'est que une semaine auparavant, les Européens étaient partis sur une autre direction complètement, beaucoup plus optimiste, puisqu'on avait eu la sensation éphémère, certes, que les Américains soutenaient le train de sanctions européen. Nous venons à l'instant, à l'issue de la réunion de la coalition des volontaires, d'avoir un échange avec le président Trump, à la fois pour lui rendre compte de ce travail, pour le remercier de l'initiative qu'il a prise il y a maintenant plusieurs mois et initiée, et nous aligner sur chacun de ces termes, ce qui est bien le cas. Comme quoi, une fois de plus encore, vous avez vu clair dès le début.
je vous ai dit, la manière dont Macron construisait son discours et que ces médias construisaient ces discours, vous voyez bien que quand ils parlaient de leur initiative, ils disaient toujours avec les États-Unis, avec le soutien des Américains, avec la consultation de Donald Trump, en concertation avec Donald Trump. On l'a appelé pour dire c'est qu'on était d'accord. Jamais de l'autre côté, vous avez entendu les Américains dire avec les Européens. Rarement. Et souvenez-vous bien, je vous avais montré la séquence où Macron a raconté sa vie en Ukraine. Poutine n'a pas respecté. Poutine a demandé ou a dit que je vous propose plutôt une négociation face à face aux Ukrainiens. Zelensky, il a voulu dire soi-disant au début qu'il n'était pas d'accord. Et Trump a tweeté que l'Ukraine doit immédiatement se rapprocher des Russes pour les négociations en Turquie. Et tout de suite, Zelensky a dit « Je vais me rendre en Turquie, j'espère que le président Trump me y rejoindra et j'espère voir Poutine là-bas. » Ce que ni l'un ni l'autre n'ont fait, particulièrement quand Poutine a dit qu'il ne sera pas là. Et donc vous avez vu l'effondrement de le micmac diplomatique des Européens et des alliés de l'Ukraine, comme les appelle Macron, la girouette Zelensky, qui un coup écoute les Européens, mais les Européens, c'est pas eux qui ont la main. Donc, quand Trump il revient à la charge, où il dit ce qu'il veut, il change totalement de posture, comme les Anglais. Et ici, maintenant, vous avez eux-mêmes qui le disent. On a cru la posture que les Américains soutenaient les Européens. On a déjà dit que les Européens n'avaient pas leur mot à dire ici. Ce n'est que Macron et les médias européens, occidentaux, qui continuent à vouloir faire exister l'Europe pour soi-disant maintenir l'idée que l'Europe compte encore sur la scène internationale. L'Europe, sur la scène internationale, est en train de tomber aux oubliettes. Voilà pourquoi ils veulent absolument obtenir leur financement de 800 milliards pour que militairement, ils puissent réexister et aller faire chier les gens en Afrique. Pas eu un train de sanctions européen majeur. On attend toujours les sanctions américaines, auxquelles vous faisiez allusion tout à l'heure. Le sénateur McGrath. 500% d'augmentation des droits de douane sur la Russie. Sur la Russie et sur les clients de la Russie. C'est ça le plus intéressant. Si jamais Poutine ne veut pas signer le moratoire. Si le Brésil achète du minerai à la Russie, il sera taxé de 500%. Donc ça va faire réfléchir quand même un peu la Russie. Mais il y a des moyens d'agir. Et c'est là qu'on voit que Trump reste définitivement pro-russe. Bien sûr qu'il y a des moyens d'agir. Le principal, c'est sur le prix du pétrole. On sait très bien que, arrivé à $50 le baril, ou même un peu en dessous, la Russie est ruinée. Donc, et ce n'est pas du tout la direction que prennent les Américains. Non, vous avez... C'est vrai que, arrivé à 50 € le baril de pétrole, la France, elle, ne sera pas ruinée. Surtout que la France, elle, à chaque fois que le pétrole augmente, elle augmente les prix à la pompe. Et quand le pétrole il baisse, on ne baisse pas le prix à la pompe. Et c'est vrai que quand on voit le prix du pétrole et on voit la taxe, la manne financière que la France récolte à chaque fois qu'on a l'augmentation du prix du pétrole, c'est sûr que la France, elle, qui est dans des problèmes budgétaires, elle, si le prix de l'essence baisse, elle ne gagne pas beaucoup d'argent. Bien au contraire, elle en gagnera plus. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Et deuxièmement, on sait que les États-Unis n'ont pas grande influence sur le prix du pétrole mondial parce que la majorité de leur pétrole, bien qu'ils soient parmi des plus grands producteurs de pétrole au monde, la majorité de leur pétrole est fait pour que le prix du pétrole au sein des États-Unis ne soit pas impacté par les conflits géopolitiques. Et donc, quand l'Arabie Saoudite et la Russie jouent sur le prix, le volume total de pétrole produit, et donc pour essayer de faire augmenter les prix ou baisser les prix, les États-Unis, sur leur propre production, augmentent ou baissent pour maintenir le prix à la pompe pour que ça soit favorable aux Américains et d'éviter des problèmes internes. Et donc les États-Unis, leur action sur le pétrole, c'est principalement pour que le pétrole consommé par les Américains reste à un prix acceptable. Ils s'en foutent
du prix du pétrole mondial. Ça concerne la Chine, la Russie et tout ça. Et en plus de ça, ils achètent le pétrole des autres pour bien s'assurer que chez eux, le pétrole reste à un prix stable. Et donc, quand ils disent agir sur le prix du pétrole, mais agir sur le prix du pétrole, c'est pas de la volonté des États-Unis. Certes, ils sont un producteur important de pétrole, mais les deux personnes ou les deux pays qui sont aux commandes du pétrole, c'est l'Arabie Saoudite, c'est la Russie et les autres acteurs là où on est en train de trouver du pétrole en ce moment. Et déjà, spoiler, à ce qui paraît, on aurait trouvé un gros gisement de pétrole au Burkina Faso. J'espère que c'est pas vrai, parce que si c'est vrai, alors là, peut-être qu'on comprend pourquoi ces Occidentaux commencent à vouloir diaboliser Ibrahim Traoré, étant donné que si c'est vrai, bah, c'est peut-être lui le futur Kadhafi. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, commentez, likez, partagez. Peace out.